Donc, je reprends. Le but de la démo, c'est de revoir en pratique les 3 méthodes qu'on vient de voir, soit la méthode déplacement des pôles et des zéros, la transformation bilinéaire et la variance impulsionnelle. Alors, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit à la méthode des pôles et des zéros? On avait dit que le pôle était toujours le même. On avait trouvé, alors je vais le rappeler ici, on avait trouvé H de Z, c'était donc Z au carré moins 2R cos θ plus R au carré. Tout, avec la méthode de déplacement des pôles et zéros, le dénominateur ne change pas. Regardez, c'est écrit 1 moins 2R cos θ plus R au carré. Ça ne changera pas. Ensuite, qu'est-ce qui changeait? Parce que c'était les zéros qui faisaient impasse bas ou impasse haut. Quand on avait, par exemple, impasse bas, c'était, il doit s'annuler en moins 1, donc impasse bas, c'est Z plus 1 au carré. Donc, en fait, chaque fois que je vais changer ici, je vais juste changer le B. Je ne vais jamais toucher au A. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que tous les filtres se ressemblaient, qu'il fallait, pour trouver FC, il fallait faire 360 degrés fois 360 degrés fois, alors, fois, pour trouver l'angle θ, c'était 360 degrés fois FC divisé par FE. Et pour trouver le R, c'était 1 moins delta F fois pi sur FE, si je ne me trompe pas. Et regardez ce que je fais ici. Donc, là, j'ai pris une fréquence de coupure de 500, j'ai pris delta F qui vaut 10, FC qui vaut 100. J'ai calculé θ suivant la formule, 360 fois FC sur FE. Je l'ai calculé ici en degrés, je l'ai calculé en radians. Si vous devez la calculer en radians, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait θ en radians. Au lieu d'écrire 360 degrés, vous allez écrire 2pi fois FC sur FE. Justement, Python, quand il cosinus, il travaille en radians. Regardez ce qui est écrit ici. C'est 2 fois pi fois FC sur FE. Donc, c'est juste θ, ça c'est en degrés, je l'ai appelé tête, pour les radians. Non, je suis en train d'appliquer la formule. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit il faut chercher θ, il faut chercher R, il faut écrire cette formule et celle-là. Alors, regardez en l'occurrence ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça, c'est quelle formule? Donc, on a dit que le dénominateur ne bouge pas. Le numérateur, regardez ce que j'ai écrit. J'ai écrit 1 moins 2 np cos θ 1. Ça correspond à quoi? Ça correspond lorsque vous avez H de Z qui vaut, c'est le coupe-bande. Lorsque H de Z, ici, c'est Z au carré moins 2 cos θ plus 1. Pour un coupe-bande, on avait dit que c'était la même chose que le numérateur, mais qu'il fallait prendre un rayon de 1. Pourquoi? Parce que les pôles, rappelez-vous pour un coupe-bande, voilà, les pôles sont là et les zéros sont sur la même ligne. S'ils sont sur la même ligne avec un rayon de 1, donc c'est la même formule, sauf que le R, je le prends 1. Donc ici, vous avez 2 et R au carré, c'est 1. Regardez maintenant cette formule. Je vais juste zoomer pour que vous puissiez mieux la voir. Regardez, si je prends donc, n'oubliez ça, c'est le dénominateur, ça c'est le numérateur. Donc nous, à chaque fois qu'on va changer la nature du filtre, je vais juste jouer sur le numérateur, soit les zéros. Regardez ici, c'est 1, moins 2, c'est la même, sauf que je n'ai pas pris R parce que c'est 1, et le R ici, je l'ai pris 1. Donc maintenant, si j'exécute mon programme, qu'est-ce que ça va donner? Tout le reste ici, c'est ce qu'on a déjà vu revenir aux vidéos des démos de la TZ. Ici, regardez, il ne faut pas oublier aussi de calculer le cas. Le cas pour un coupe-bande, je vais rebasculer pour que vous puissiez le voir. C'est peut-être mieux, ça je ne dis pas. Donc, moi, je crois que j'ai revu cette partie hier, mais pas grave. Regardez. Donc, ici, pour un coupe-bande, regardez la formule. Pour un coupe-bande, voilà, c'est ce que je suis en train de faire ici. Donc, ça, c'est mon A et ça, c'est mon B. Et remarquez que qu'est-ce qu'on doit nous donner? On doit donner les puissances négatives, c'est-à-dire je multiplie par Z-2 en haut, je multiplie par Z-2 en bas. Donc, ça, c'est votre A0. Ça, c'est la quantité qui est multipliée par Z. Donc, ici, mon A0, c'est 1. Qu'est-ce qui est multiplié par Z ici? C'est moins 2R cos θ. Donc, ça, c'est mon A1. Et la dernière quantité, c'est mon A2. Pareil en haut. Ici, regardez, c'est comme si vous aviez 1. Donc, mon B0, c'est 1. Mon B1, moins 2 cos θ. Ça doit être moins 2 cos θ. Et mon B2, c'est 1. Il me reste à calculer K.
Or, le gain, alors regardez cette formule. Donc, c'est 1 plus R au carré moins 2R cos θ sur 2 moins cos θ. Si je regarde ce que j'ai programmé, je vérifie est-ce que je l'ai fait correctement. Donc, 1 plus R au carré moins 2R cos θ. J'essaie de m'en rappeler. Je rebascule sur Python et je regarde qu'est-ce que j'ai écrit pour θ. J'ai dit donc 1 plus 1 moins 2R cos θ plus R au carré. C'est bien ce que j'ai ici. Sur 2 moins 2 cos θ. N'oubliez, regardez, je suis en train de travailler avec θ, c'est-à-dire je travaille avec les radians. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, en TP, vous devriez être en mesure de faire de ça. J'ai pris juste ce qu'il y avait sur le cours et je l'ai réécrit. D'autant plus que la définition des B et A, on les a déjà vues au moment où on a fait la démo sur la TZ. Donc, en fait, j'ai juste pris les coefficients du filtre. Ensuite, par la suite, je vous ai dit, quand vous prenez K, vous mettez toujours valeur absolue. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, il se pourrait que vous trouviez une quantité négative. Et n'oubliez pas, bien sûr, de multiplier par les coefficients de B. Parce que ici, je reviens dessus. Votre B que vous avez là, regardez, c'est multiplié par K. Qu'est-ce qui est multiplié par K? C'est le numérateur. Le numérateur, je l'ai mis dans le vecteur B, donc j'ai fait K fois B. Il faut qu'il y ait une correspondance totale. Et si vous l'avez bien fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans ce cas, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver un coupe-bande. Ça correspond à un coupe-bande. Je dois trouver quelque chose qui fait ça, qui descend. Et si j'ai fait 4, et si j'ai calculé 4 bien correctement, il faut que je lise 1 ici. Alors, on peut refaire, je crois que j'ai fait même cet exercice. Donc, ça, on l'avait fait, tiens, on va le vérifier. On va vérifier si on trouve 36 degrés. Je vais changer pour qu'il soit comme ça. 50, 10, 500. OK, je vais changer mes valeurs et je vais voir, très bonne chose même, et je vais voir si ces coefficients ressemblent à ce que j'avais trouvé ici. Alors, je vais prendre donc 50, 10 et 500. C'est ce que je vais faire. Donc, je reviens ici. Donc, FE égale 500. Je vais prendre FC 50. Et je vais voir si ça correspond. J'efface et j'exécute mon programme. Donc, vous voyez que je n'ai fait qu'une traduction. Traduction mathématique, c'est même pas dire au sens Python, il n'y a pas de programme. J'ai fait juste une traduction de ce qui est écrit dans le programme. On va l'exécuter ensemble. Je voulais envoyer ce programme ce matin, d'accord? Vous puissiez exécuter avec moi. Alors, est-ce que ça marche? Oui, c'est bien un coupe-bande. Il est censé couper la fréquence de 50. Oui, je vois qu'il coupe. Regardez ici. C'est la fréquence de 50 qui ne va pas passer. Est-ce que le gain vaut 1? Oui. Je vais vérifier aussi le tracé des pôles et des zéros. Qu'est-ce qu'on a dit à un coupe-bande? On a dit que les pôles étaient placés sur le même axe. Les pôles et les zéros étaient placés sur le même axe. Et je suis censée trouver 36 degrés. J'ai dit, on va faire mieux. On va vérifier B et A. Et on va voir si ça ressemble aux valeurs qu'on avait trouvées. Alors, je vais regarder avec l'explorateur de variables. Je vais aller vers le B et je vais aller vers le A. Je ne peux pas les ouvrir en même temps. Okay. Le A, c'est le dénominateur. Alors, c'est écrit 1 moins 1,516 0,878. Rappelez-vous, hier, je l'ai fait avec vous et j'ai utilisé une calculatrice. Donc, je reviens sur Python. Alors, on va essayer de se rappeler. Le 1, ce n'est pas la peine. Moins 1,516 0,818. 1,516 0,818. Et normalement, si je vais vers le numérateur, alors je suis censée trouver 0,947 moins 1,5 0,947. Je regarde ici. Alors, rappelez-vous, quand j'avais trouvé 0,947, donc moi, je l'avais approximé à 1. Donc, si vous laissez K, vous ne prenez pas 1, vous allez trouver 0,947, à peu près presque moins 1,6 et 0,947. Et c'est bien ce qu'on a ici. Est-ce qu'on est d'accord d'abord pour cette partie? Que la théorie, c'est normal, c'est 1,6. Si vous multipliez par 0,947, vous allez trouver une quantité, on va trouver en l'occurrence ici moins 1,5. Alors, jusque-là, c'est bon? Ah, finalement, il peut ouvrir plusieurs variables. C'était à moi de les décaler. J'ai pris exactement le même programme qui génère une coupe-bande. On a dit que dans la méthode des pôles et des zéros, vous devez trouver où placer les pôles ou les zéros. Comment on trouve où placer les pôles? Quand on place les pôles, c'est le θ qui décide de ça. Et θ, donc c'est l'angle pour le pôle, et rayon. Rappelez-vous, c'est un nombre complexe. Un nombre complexe est défini par R exponentielle jθ.
Ça y est, si vous trouvez θ, vous trouvez R, c'est bon. Ensuite, il y avait le numérateur. On a dit que le numérateur, vous devez prendre, si c'est un coupe-bande, vous prenez la même chose qu'au dénominateur et prenez R égale 1. Supposons maintenant, je vais faire un passe-bande. Qu'est-ce qui va changer? Allez. Je reviens sur la diapositive. Qu'est-ce qui change dans un passe-bande? Sûrement pas le dénominateur, c'est le même. Par contre, au numérateur, c'est écrit z au carré moins 1. Donc, si vous prenez cette quantité maintenant, ça veut dire quoi? Z au carré moins 1. Si vous multipliez par z moins 2, regardez ici. Ça aussi, vous devez être en mesure de le faire seul. Je n'ai pas envie de me retrouver à vous faire les 4 filtres, mais regardez ça. Je multiplie par z moins 2 en haut, z moins 2 en bas. Donc, ça devient au numérateur. Je ne vais pas développer parce que ça, c'est déjà écrit. Ça me fait 0. K1. Très bien. 1 moins z moins 2. Donc, je dois prendre quoi? Je dois prendre 1, 0, moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais changer ici? Je reviens au Python. Donc, ici, je vais écrire, donc, on a dit, on ne touche pas au dénominateur. Donc, ici, je vais écrire 1, 0, moins 1. Il y a encore quelque chose à Ça changer. prend un passe-bande. Exactement. Je regarde si j'ai un passe-bande. Voilà, c'est un passe-bande. Et regardez, qu'est-ce qu'on a dit d'un passe-bande? Je devrais avoir des zéros de part et d'autre pour un passe-bande. C'est un passe-bande. Ici, votre fréquence correspond à, ça c'est f qui vaut 0, ça c'est f qui vaut fe sur 2. Donc, il est logique, regardez ici, ça c'est f qui vaut 0, et ça c'est pour f qui vaut fe sur 2. Donc, on a dit qu'un passe-bande, il va démarrer à 0, revenir à 0. Et si je regarde ici, j'ai pris une fréquence de 50 Hz, et bien, je vais vérifier, est-ce qu'effectivement, il est centré. On dit, on appelle ça un passe-bande à bande étroite. Regardez ici, voilà. Est-ce que c'est centré autour de 50 Hz? Oui. Voilà. Il va laisser passer, on appelle ça bande étroite. C'est très étroit. C'est juste, voilà, la zone de transition, voilà. Parce que c'est autour de 50. Normalement, pour un passe-bande, j'ai besoin de 2 fréquences. Là, je n'en ai qu'une qui est de 50 Hz. Regardez maintenant, je vais changer la fréquence. Et bien, il va changer. Je vais prendre, par exemple, 150 ici. Puisque lui, quand il calcule l'angle θ, θ dépend de quoi? De FC. Regardez, θ, il dépend de FC. Donc, si je change, alors, je suis là. Ça me fait un passe-bande autour de 150 Hz. Et c'est bien filtre RIF, réponse intuitionnelle, RII, pardon, réponse intuitionnelle infinie. On voit qu'elle est infinie. Elle est stable parce que justement, pourquoi elle est stable? Elle est stable, ça tend vers 0. Et parce que les points sont à l'intérieur du cercle. Mais regardez, le gain ne vaut pas 1. Pourquoi le gain ne vaut pas 1? Normalement, je dois trouver un gain qui vaut 1. À votre avis, pourquoi ça ne vaut pas 1? Parce que, je vais revenir dessus, regardez, le K change. Pour un passe-bande, vous devez prendre K qui vaut exponentielle 2jθ moins 2r cos θ exponentielle jθ plus r au carré sur exponentielle 2jθ moins 1. Donc, on ne l'a pas fait ici. Je l'ai mis ici en chaque fois, le K va changer. Je vais remettre ici. Je l'ai fait. Pardon. Je le mets ici. Le cas est différent à chaque fois. Voilà, exponentielle 2jθ moins 2r cos θ plus exponentielle jθ sur exponentielle 2jθ moins 1. Regardez, si je réexécute, ce n'est pas grave, c'est la même chose. Sauf que j'aurai vraiment mon gain à 1. Regardez. Ah, ça n'a pas marché. Bizarre. Je ne l'ai pas enlevé. Je n'ai pas laissé valeur. J'ai laissé les deux. On doit faire quoi, madame, باش يولي 1? Vous trouvez, il faut calculer le bon cas. Regardez le cas ici. Le cas. Le cas pour un passe-bande. Tout à l'heure, c'était un coupe-bande. Le cas, c'était cette formule qui était programmée. Maintenant, pour un passe, voilà, il faudrait programmer celle-là. C'est ce que j'ai fait ici. Mais j'ai oublié de l'enlever au moment d'exécution. J'ai mis celle de tout à l'heure en commentaire et j'ai pris celle-là. Regardez si j'exécute maintenant. Ah, il y a quelque chose que je n'ai pas mis la bonne. Oui, encore une fois. Je n'ai pas mis la bonne en commentaire. Donc, ça, c'était pour. Oui, c'était la deuxième à mettre. Il n'y a pas de raison. Regardez, quand ça ne marche pas, soit je me suis trompée dans la formule, quand je l'ai programmée, j'ai oublié un moins, un plus. Soit j'ai fait une erreur de manipulation.
Je regarde. Ça ne marche toujours pas. J'ai réexécuté mon programme. Alors, peut-être que je n'ai pas pris. Non, c'est un passe-bande. Alors, je regarde. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur? Alors, ma formule. Ah oui, comme par hasard. Attendez. Ça, c'est pour prendre la valeur absolue. Donc, ma formule. Je reprends. Je vais juste, pour vérifier, c'est tout. C'est que je me suis trompée quelque part. Attendez. Alors, c'est la formule où c'est écrit exponentielle. Pour un passe-bande, je dois avoir exponentielle de jθ. Alors, je cherche où j'ai écrit exponentielle de jθ. Si c'est bon, c'est celle-là. Et pourquoi ça ne marche pas? Normalement, quand j'ai dû faire l'essai, ça marchait. Donc, c'est que je me suis trompée dans la formule. Mais allez savoir où. Pas grave, je vais la réexécuter. Bizarre. Ah, c'est compte الثالث madame. si, ça marche. Pardon? Qu'est-ce que خلاص j'ai c'est fait? bon. Je ne C'est sais pas. success. Ah oui, peut-être j'ai oublié le valeur absolue. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous calculez, regardez la formule de tout à l'heure. 1 plus r au carré moins 2r cos θ, c'est positif. Pourquoi? Parce que vous avez toujours a fois b qui est inférieur, de a est inférieur à a au carré. D'accord? Et 2 fois cos θ. Cos θ est inférieur à 1. Donc, ça, je sais que c'est positif. Par contre, quand vous allez faire 2 exponentielle jθ, vous avez une partie réelle, partie imaginaire, je ne sais pas ce qu'il va... il risque de trouver une quantité qui peut être négative ou carrément complexe. Donc, ici, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis valeur absolue. Et je l'ai mis dans la formule. Je vous ai dit que lorsque vous utilisez, ici, il faut mettre valeur absolue pour être sûr que le gain est positif. D'accord? Donc, ça marche. Oui, madame. Si on a le temps, Euh, faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer pour en faire un passe-bas ou un passe-haut? Alors, comment on peut faire un passe-bas? Vous les avez, les formules. Le dénominateur est le même. Numérateur pour un passe-haut. Regardez, c'est la même. Bon, sauf que ici, ce n'est pas la même formule. Vous multipliez par z moins 2, donc vous devez prendre des coefficients 1, 2, 1. Si vous voulez un passe-haut, vous allez prendre 1 moins 2, 1. Mais n'oubliez pas de changer le cas. D'accord? Regardez. ah, Bon, mais je ne vais pas le faire. Alors, je vous laisse changer le gain. Moi, je vous fais juste un passe-haut et un passe-bas. À vous d'écrire. Je vous laisse quand même faire un petit effort. Donc, ici, regardez ce que je vais faire. Donc, pour faire un passe-haut, un passe-bas, je ne sais plus. Lequel était de 1? Attendez. Je reviens ici. Alors, le passe-bas, ça doit être 1, 2, 1. On va vérifier que ça donne un passe-bas. Et vous avez vu qu'on touche toujours qu'au numérateur. C'est-à-dire, le dénominateur, il sert à quoi? Il sert à fixer la fréquence de coupure. Je peux l'avoir plus de ce côté, de celui-là. Regardez, je vais essayer de m'approcher de la moitié de la fréquence. Je vais prendre 200. Vous allez voir que maintenant, les pôles, regardez les pôles où est-ce qu'ils étaient. Ils étaient déjà de ce côté. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris 150, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, votre FE ici, regardez. Donc, tout ça, c'est 500. Donc, 250, je suis là. Donc, ça, c'est 125. Donc, 150, je suis à peu près ici. Donc, la position d'épaule, elle est juste. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait le cours, quelqu'un m'a dit, elle avait l'impression que si l'épaule était ici, c'est un passe-bas, que l'épaule ici, c'est un passe-haut. Non, la position d'épaule est liée à la fréquence de coupure. Si je veux, par exemple, que l'épaule soit ici, je sais ce que je vais prendre. 250, je prends 125. Les pôles seront ici. Je vais justement le changer en même temps. Donc, ici, regardez, je vais prendre 125. Donc, c'est juste pour vous montrer que les pôles sont liés, la position des pôles est liée à la fréquence de coupure. On n'a rien à voir avec passe A ou passe haut. Passe A, passe bas et passe haut. J'ai dit donc pour faire un passe, et vous avez remarqué, on n'a jamais touché au dénominateur. Donc, on a dit un passe pas, je dois écrire 1, 2, 1. OK, j'exécute. J'efface quand même tout ça pour qu'on puisse raisonner ensemble. Voilà. OK. Est-ce que c'est un... Voilà. J'ai placé des poils à 125. Et regardez, c'est un passe-bas. Il y a 2 zéros ici. Et normalement, donc, bon, c'est un drôle de passe-bas. Parce que regardez, je l'ai pris, il fait ça. L'ondulation est très importante, il descend. Mais c'est quand même un passe-bas. Même si ça ne le paraît pas, c'est quand même un passe-bas. Ça descend ici. D'accord? Si je veux en faire un passe-haut, je vais essayer de prendre. C'est pour ça que ce filtre n'est pas très utilisé. C'est un drôle de passe-bas. C'est-à-dire l'ondulation est beaucoup trop importante. Après, il descend. Ce n'est pas très intéressant. Et regardez, je vais
Ça peut être intéressant si la fréquence de coupure est un petit peu proche de, je vais prendre 50. Vous allez voir que c'est un passe-bas. Je n'ai pas corrigé le gain, à vous de le faire, d'accord? Donc, je réexécute. Je pense que l'allure devrait être un peu plus sympa, mais quand même, il y a une très forte ondulation. Regardez ici. C'est parce que moi, j'ai pris un delta F, je pense, assez petit. Je pense pour réduire l'ondulation, regardez ce que je vais faire. Je vais jouer sur delta F, accepter que la zone de transition soit un peu plus grande. Je vais voir ce que ça donne. Je regarde sur le chat. Exactement. Mais ça, pour un passe-haut, c'est 1 moins 2, 1. On va le faire d'ailleurs. Je vais juste exécuter, je crois qu'en jouant sur la zone de transition. Regardez. En acceptant d'avoir une zone de transition beaucoup plus large, ça, c'est quand même un passe. Vous voyez bien que c'est un passe-bas. Vous le voyez. Donc, ce n'est pas lié au fait où je place la fréquence de coupure. C'est lié à la zone de transition. J'ai accepté que la zone de transition soit plus large. En acceptant que la zone de transition soit plus large, delta F, parce que regardez, ça, plus vos pôles sont proches du cercle, plus vous les voulez proches du cercle, plus votre zone de transition, vous aurez un maximum bien net, ça va monter rapidement. Regardez la différence entre ces deux-là. Quand j'ai pris 10, tout à l'heure, les pôles étaient très proches du cercle. En acceptant d'avoir des pôles un peu moins proches du cercle, d'avoir une zone de transition plus large, c'est-à-dire je n'ai pas un maximum bien net, j'arrive à avoir un filtre qui a plus l'allure d'un passe-bas, mais regardez la zone de transition, elle s'est beaucoup élargie. Donc maintenant, si je veux un passe haut, qu'est-ce que je dois faire? Je mets un place 1, moins 2 ici. C'est ce qu'on avait vu. Je reviens dessus pour vérifier. Pour un passe haut, c'est 1, moins 2, 1. Donc, je devrais avoir la même forme, sauf que c'est inversé. Donc, regardez, voilà. Ça, c'est un passe haut dont la fréquence de coupure se situe à peu près à 50 Hz. Et si je remarque maintenant le tracé des pôles et des zéros, c'est le même, sauf que les deux zéros qui étaient ici, les deux zéros que j'avais ici, ils ont été placés là. La fréquence de coupure ici n'a pas changé. Est-ce qu'il y a une question par rapport? Là, encore une fois, on vient de refaire le cours pour la 3e fois pour la méthode des placements et des zéros. Tout le reste que je vous ai mis ici, c'est comment tracer la réponse intuitionnelle. On crée un Dirac, SP filter. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut refaire vos démos de TP. En fait, ici, ça ressemble au démo que j'avais utilisé pour le TP de la TZ, c'est tout. Pour tracer la réponse, on fait SP filter pour trouver, la réponse impulsionnelle. Pour trouver la réponse en fréquence, c'est FREC-Z. Ça, c'est des programmes que vous avez déjà. J'ai juste joué sur le numérateur, c'est-à-dire au lieu de faire pour le TP de la TZ, j'avais pris des valeurs numérateur, dénominateur. Là, non, ces valeurs, je les ai calculées par rapport à une fréquence de coupure. Est-ce qu'on est d'accord? Dites-moi s'il y a une question. C'est clair, man. C'est clair, madame. OK. S'il y a quelqu'un pour qui ça ne l'est pas, vous ne pouvez pas les 30 me dire tout ce que c'est clair. Si la personne pour qui ce n'est pas clair, soit elle prend la parole, soit elle écrit quelque chose sur le chat. Donc, faites-les ici. Je vous ai envoyé le programme. Faites, créer, trouver le bon cas à chaque fois. Je vous ai mis les deux cas pour passe-band découpant. Trouvez le cas parce que c'est un passe-pas. Vous aurez à l'exploiter en TP. Et rappelez-vous, en TP, il ne doit pas vous refaire ce que je suis en train de faire. En TP, on fait des exercices. On utilise les choses qu'on est censé avoir apprises. À ce propos, le texte de TP, c'est le même que pour les filtres RIIF. C'est toujours le son, vous avez du courrier en attente, on rajoute des fréquences et on va essayer d'éliminer le bruit. Bon, si ça c'est bon, voilà, on va passer à la transformation bilinéaire. Madame? Oui. Pour Oui. le passe ou bien le passe, on prend K égale à 1 plus R carré moins 2R. C'est ça? Il faut prendre la formule, c'est-à-dire il faut programmer celle-ci. Celle-là, 1 plus R au carré moins 2 R cos θ sur 4. Donc, en fait, quand vous allez programmer le passe-bas, vous allez juste mettre il y aura un moins que vous allez transformer en plus pour le passe-haut. D'accord, d'accord, merci madame. Essayez de faire. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La formule la plus compliquée, c'était le passe-bas et le coupe-haute. Je trouvais que la formule était beaucoup plus compliquée, c'est du cas. À la limite, qu'est-ce qui change? C'est rien. Donc, vous mettez un 4 ici et ça devient, je crois, moins 2. Même pas.
C'est en plus la même. Ah oui, c'est la même. Ça veut dire 1 plus r au carré moins 2r cos θ. Ça veut dire qu'au lieu de diviser, vous pouvez diviser par 4. Je suis tentée de le faire juste pour voir si ça marche. Non, je ne vous le ferai pas. Je vous laisserai le faire. OK. Revenons maintenant à la transformation bilinéaire. Alors, en fait, ici, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? En fait, il y a plusieurs façons de faire. J'ai essayé de respecter ce qu'on a vu en cours, d'accord, pour la transformation bilinéaire. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me raconte SP, définition of. J'ai redéfini SP dans une ligne. OK, j'espère que ça va fonctionner. Ah oui, je l'ai déjà défini ici, donc en fait, j'en ai pas besoin. D'accord? OK, je vais l'enlever. Bien. Qu'est-ce qu'on a dit dans la transformation bilinéaire? Je vais aussi revenir à la diapositive. On a dit que c'est la même chose. Alors, je vais revenir aussi ici. On a dit qu'étape 1, il faudrait que d'abord votre filtre, il faut d'abord calculer N. Je reviens au filtre de Tchebychev. Avec le filtre de Tchebychev 1 ou bien 2, vous devez d'abord calculer votre N. Pour le calculer, lui, sous Python, nous. Vous avez des exercices dans le cours, vous avez un exemple dans le cours où je fais un calcul par rapport à ça, d'accord? Je prends AA, je prends AP et je trouve, en prenant WA et WP, je trouve le N. Lui, sous Python, il a une fonction qui le fait. Cette fonction s'appelle, alors si c'est un filtre de Tchebychev, alors vous allez appeler SP Cheb 1 order. Ordre, elle va trouver l'ordre. Si c'est un filtre, par exemple, de Butterworth, ce sera but ordre, c'est-à-dire elle va vous permettre de définir de trouver le N. Mais lui, pour trouver le N, de quoi il a besoin? Il a besoin de connaître la fréquence FP, il a besoin de la fréquence FA, il a besoin de l'atténuation en bande passante et de l'atténuation en bande atténuée. Regardez, en réalité, donc, il a besoin de toutes les données qu'il y a là. Il a besoin de connaître AA, AP, c'est pour ça que je l'ai appelé ATA, ATP. Il a besoin de connaître WA, c'est-à-dire de connaître la pulsation en bande atténuée, la pulsation en bande passante. Pour les trouver, cela, l'atténuation, c'est moi qui les définis. Cela, c'est moi aussi qui les définis suivant mon filtre. Par exemple, si je veux un passe-bas dans la fréquence de coupure, et je ne sais pas, 2 kg, ben ce sera 2 kg fois 2 pi. AA, ce sera un peu après, la bande atténuée. Donc, regardez ce que j'ai fait ici. J'ai pris, donc, ça. Et regardez, moi, je dois calculer des pulsations. Pour calculer des pulsations, alors, pour calculer des pulsations, ça veut dire quoi? Moi, je dois passer des fréquences. Donc, WP, c'est 2pi fois FP. Regardez ce qui est écrit ici. 2 fois pi fois FP. Pour calculer WA, je dois faire 2pi fois FA. Mais FA, il n'était pas défini dans l'exercice. Comme FP, c'était 100, eh bien, j'ai pris FA qui vaut 105. Je me suis dit, c'était un truc passant. Si FP quelque part ici, j'ai pris FA, la bande FP est ici, j'ai pris FA quelque part ici. Et je lui ai donné l'atténuation. C'est-à-dire, je lui ai donné AP et je lui ai donné AA. Voilà, j'ai pris donc une atténuation en bande passante de 1, une atténuation en bande passante de 40 dB. Je voulais que, pour le filtre de Tchebychev, je ne voulais pas qu'il y ait beaucoup trop d'ondulation ici. Et carrément A, je veux qu'il y ait une très forte atténuation. N'oubliez pas qu'en dB, ici, donc ce sera quelque chose de proche de 0. Et en dB, ça, ce sera en négatif. Donc, il faut lui donner ces valeurs. Il va vous donner N. Par la suite, alors, n'oubliez pas, dans la méthode de l'invariance intuitionnelle, qu'est-ce qu'on doit faire? Avant toute chose, je vais enlever ça. Alors, ça dit, revenez à ça. Je voulais vous expliquer comment calculer N. Mais qu'est-ce qu'on avait dit, nous, avec la méthode de la transformation bilinéaire? Étape 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais effacer juste ça. C'est pour vous, c'est une façon pour vous qui vous permettra de mémoriser ce qu'on est en train de faire. On a dit, étape 1, il faut calculer la pulsation analogique. Il faut la calculer, cette pulsation analogique. Quelle est sa formule? Sa formule, c'est 2 sur TE tangente pi Fn sur Fe. OK, je vais voir si j'ai programmé cette formule. Donc, 2 sur TE tangente pi Fn sur Fe. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, moi, comme je fais le TP, j'essaie, en fait, je reprends mon cours et j'essaie de voir comment de programmer. Si je l'ai compris correctement, je devrais être en mesure de le programmer correctement. Donc, je reviens ici.
Rappelez-vous, donc c'est E sur TE, tangente pi Fn sur Fe. Regardez ce que j'ai écrit ici. Donc, j'ai calculé, alors ici, j'ai calculé ce que j'ai appelé WPP, alors WP normal, c'est-à-dire c'est 2 pi fois FP. Mais WPP que j'ai appelé ici, c'est ce qu'on avait appelé WA, on a dit que c'est 2, je vais l'écrire ici, c'est 2 sur TE tangente pi Fn sur Fe. Je vais regarder si c'est bien ce que j'ai fait. Alors, 2 sur TE, donc c'est comme si je disais 2 fois FE. Écrire 2 sur TE ou bien 2 fois FE, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'équivalent de ça. OK, ça c'est fait. Tangente, donc j'ai appelé NP point N, alors je dois faire la tangente de quoi? Pi fois Fn sur Fe. C'est quoi Fn? C'est ma fréquence numérique, c'est-à-dire mon FC. Que vaut mon FC ici? Je l'ai mise dans FP, je l'ai appelé FP. Donc regardez, je dois trouver pi, FP et FE. Est-ce que je les ai? Pi fois FP divisé par FE. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de calculer WA. On a dit que dans la méthode de transformation bilinéaire, pulsation analogique n'est pas pulsation numérique. Parce qu'il y a une déformation, on passe par la tangente. Donc, ce qui fait qu'il y a une déformation qu'il faut compenser. Donc, je reviens à nouveau ici. On a dit que dans la méthode de la transformation bilinéaire, étape 1, il faut d'abord calculer la pulsation. Et après, il faut dénormaliser. Comment on dénormalise? En remplaçant P par P sur oméga A. Je vérifie ici. Alors, regardez ici. Donc, regardez ce qu'on a fait. Donc, une fois qu'on a calculé, regardez. Alors, une fois qu'on a déterminé, alors je vais le mettre ici. Donc, étape 1. Donc, regardez, ça c'est les fréquences. J'ai calculé oméga A. Ici, j'ai déterminé l'ordre. J'ai trouvé mon N en calculant la fameuse formule. Ensuite, je viens de créer un filtre de Chebyshev une fois que vous avez trouvé N. C'est pour faire quoi? C'est pour trouver le bon Hn. Par exemple, vous trouvez N égale 3. Il faut choisir, je reviens à nouveau ici. Ça sert à rien ça sert à quoi de déterminer l'ordre? Déterminer l'ordre, c'est pour pouvoir, quand vous avez trouvé N, je reviens au filtre de Chebyshev, le fait de trouver N, ça vous permet de dire, voilà la formule, c'est celle-là. Si N égale à 4, vous allez trouver celle-là. Si N égale à 2, vous allez exploiter cette formule. Le but de l'ordre, c'est de trouver ensuite les coefficients du filtre. Alors, comment on l'a fait en Python? En Python, en fait, ici, vous avez le choix. Il vous donne soit, voilà. Il y a quelqu'un qui a son micro. Je vais le désactiver. J'espère que c'est la seule personne. OK. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je remets la notation. En fait, lui, vous avez deux façons de faire. Soit il trouve ici, avec Chebyshev, il peut vous l'écrire sous deux formes. Soit il va vous écrire H. Alors, c'est toujours normalisé, H de P. Soit vous voulez vous l'écrire comme étant un polynôme. Donc, vous allez trouver 1 et puis vous allez trouver ici, je ne sais pas, AP à la puissance 4 plus B, P puissance 3, soit P puissance 2. Ou bien, il peut vous le donner comme étant une somme de pôles et de zéros. C'est-à-dire, il va vous dire, ici, lui, il va vous dire, c'est alpha sur P plus alpha sur P plus quelque chose. Bon, je vais l'appeler, j'ai déjà utilisé B. Alpha plus P plus alpha 1, voilà, plus bêta sur P plus bêta 2, plus gamma sur P plus gamma 2. En fait, c'est ce qu'elle fait ici, Z, P et K. Il vous donne le gain, le alpha, c'est le K, les P, c'est votre pôle, et les Z, c'est les pôles et les zéros. Donc, en fait, il vous le donne sous forme de pôle et des zéros et de gain. Ensuite, pour pouvoir passer de cette forme à celle-là, voilà ce qu'on fait. On fait BP, c'est-à-dire on utilise la fonction qui s'appelle ZPK to TF, c'est-à-dire elle vous permet, cette fonction-là, elle vous le donne, voilà, je n'ai pas utilisé les bons mots. En fait, Cheb AP, elle vous donne la décomposition en éléments simples de Hn de P. Et ZPK to F, elle vous permet de passer de la décomposition en éléments simples au polynôme. Ce n'est que ça. Et vous avez même une fonction qui s'appelle TF to ZPK. TF to ZPK, elle vous fait l'inverse. Elle vous fait passer de HP de P,
toujours H de P, mais décomposé en éléments simples. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai récupéré ici? Je viens de récupérer H normalisé de P. Mais il est écrit comment? Il est écrit non plus une somme d'éléments simples, mais un polynôme sur un polynôme. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je reviens ici. Donc, toute cette démarche, elle a fait quoi? Donc, on a trouvé N. On a trouvé le polynôme de Tchebychev, mais sous forme d'éléments simples. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, c'est comme si vous aviez réduit au même dénominateur. ZPK2F, elle permet de réduire au même dénominateur et de vous donner le numérateur de HN et le dénominateur de HN. La deuxième étape, c'est quoi? Je reviens ici. On doit donc dénormaliser. Très bien. On doit, il est ici, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, je vais le mettre là. Étape 2, il faut dénormaliser. Comment? Alors, lui, il a une fonction. Rappelez-vous, on a dit que quand on dénormalise, en fait, on va utiliser, regardez, ce n'est pas la diapo que je cherchais. Alors, je reviens dessus. Je reviens à la partie dénormalisation. Voilà, c'est ce que je cherche. Alors, pour dénormaliser, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, alors, lui, cette fonction, remplacer P par P sur A, il l'appelle L to LP. Attendez, je vérifie juste comment il l'appelle. Il me semble L to LP, mais je vais quand même vérifier. Alors, il l'appelle LP to LP. OK, je vais expliquer. Et l'autre, c'est LP to IP BP. OK. Regardez. Parce que en fait, c'est parce que c'est de l'anglais. C'est low pass to low pass. En fait, il fait LP. Il fait donc, pour appliquer cette formule, il appelle la fonction LP to LP. Pour appliquer celle-là, il appelle LP to LH. Low pass to low high. Pour appeler celle-ci, il appelle LP to BP, band pass. Pour appeler celle-là, il fait LP to band to stop band. Donc, normalement, ça doit être SB. Je vais vérifier quand même. En fait, parce que nous, on l'a fait manuellement, on a dit, une fois que j'ai H de N, je dois dénormaliser. Lui, il a ses fonctions qui lui permettent de remplacer et de faire les calculs. Si je reviens sur Python, regardez les formules qu'il utilise. C'est-à-dire, je voulais vous les faire étape par étape, comme on l'a fait sous forme d'exercice. Regardez, donc je reviens ici. Je reprends. Ici, on a calculé WA. Ici, on a déterminé N. Ici, on a trouvé H de P, mais sous forme d'éléments simples. Ici, on a trouvé H de P, mais sous forme de numérateur et dénominateur. De toute façon, je vous les mets ici. Et regardez la dénormalisation. De quoi il a besoin dans la dénormalisation? Vous vous rappelez, il a besoin de oméga A pour pouvoir remplacer P par P sur oméga A, ou bien pour remplacer P par oméga A sur P. Donc, c'est pour ça, s'il vous plaît, juste désactiver vos micros. Ça fait un effet Larsen. Alors, je vais désactiver celui de Harati, il me semble. OK. Bien. Regardez ici. Donc, voilà. Quand je veux passer là, moi, je veux faire un passe-bas. Donc, je fais LP to LP. Si je veux un passe-haut, je fais LP to HP. Pour un passe-band, LP to BP, band pass. Et LP to BS, c'est bon, c'est band stop. Je pense que c'est ce que j'avais dû écrire. Donc, à ce moment-là, il va faire quoi? Donc, dans toute cette étape, donc, ce sera la dénormalisation. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Quand on fait la transformation bilinéaire, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à remplacer P par 2 sur TE. Alors, je ne sais plus si c'est 1 moins Z moins 1 ou je ne me rappelle jamais si c'est 1 moins en haut ou 1 moins en bas. Je vais quand même vérifier. Quand on dénormalise, je reviens ici, on remplace par 2, 1 moins Z moins 1, donc le moins est en haut. Donc ici, il a une fonction Python qui lui permet donc de faire cette étape, soit remplacer P par 2 sur TE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Donc, calculer la pulsation analogique, déterminer l'ordre, trouver la formule du filtre en élément simple, la transformer, la réduire au même dénominateur, faire la dénormalisation, reste à remplacer P par ça. C'est fait, c'est bon. J'ai toutes les étapes qui sont donc ici. La suite, en fait, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Et je vais prendre ce filtre. Comme d'habitude, il faudrait que ce filtre-là, je le trace. Je vais tracer le filtre numérique, je vais tracer le filtre analogique. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le filtre analogique,
Il y avait une déformation. Je ne devais pas trouver la même chose. On va vérifier si ça marche. Donc, en fait, ici, le plus gros, il a été fait. Regardez là. Ici, voilà, ça y est, j'ai trouvé B de Z, j'ai trouvé H de Z. C'est-à-dire, j'ai trouvé mon B et mon A. J'ai fait exprès de les appeler BZ, AZ, BP, AP. C'est pour vous, pour dire que ça, c'est en analogique et que ça, c'est en numérique. Mais en réalité, ce BZ1BA, c'est le fameux BA avec lequel on travaillait tout à l'heure. Ça veut dire que si je veux la réponse fréquentielle, eh bien, je vais écrire fréq Z, B et le A, tout simplement. Donc, regardez, maintenant, on l'exécute. Moi, je crois que je l'ai déjà exécuté. On regarde ce que ça donne. Non, je ne l'ai pas fait. Donc, on va exécuter ensemble. Regardez. J'ai superposé les deux filtres, le filtre numérique et le filtre analogique. Et vous regardez que le filtre analogique, on l'a généré avec quelle pulsation? La pulsation oméga A. Et oméga A est forcément plus grande que oméga P. Regardez, je vais revenir ici. Je vais vous montrer dans l'explorateur de variables que vaut oméga P. Alors, oméga P, c'est 628. Et oméga PP, celle qu'on a calculée, ça, c'est oméga A, elle vaut 726. Pourquoi j'ai été obligée de faire ça? C'est parce qu'il fallait que je crée un filtre analogique qui me permette de compenser la déformation. Donc, regardez votre filtre analogique qui a été créé. Regardez le filtre analogique, c'est celui qui est en rouge. Est-ce que sa fréquence de coupure est autour de 100? Non. Il a une fréquence de coupure quelque part, regardez ici. C'est pas 100. Par contre, en créant un filtre analogique avec oméga qui est plus grande, moi, mon but, c'est d'obtenir un filtre numérique. Regardez mon filtre numérique. Sa fréquence de coupure est autour de 100. Donc, de créer un filtre analogique avec une fréquence plus grande, parce que je savais que quand il va passer au numérique, la fréquence allait baisser et revenir à 500. C'est le but de la précompensation. C'est-à-dire, je savais que ça allait rajouter une quantité, donc j'ai travaillé avec cette quantité pour avoir ce que je voulais. D'accord? Et regardez votre filtre. Qu'est-ce qu'on avait dit pour les ondulations? Combien il y en a? 1, 2, 3, 4. Bon, il faut que je prenne un des deux orange ou vert. 1, 2. Alors, 1, 2. J'ai pris le bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vous ai dit que le nombre d'ondulations est lié à l'ordre du filtre. On va le vérifier ensemble. On va aller vérifier que vaut n. J'espère que je n'ai pas fait cette vérification avant. Regardez, voilà, n, il vaut 7. On a dit que le nombre d'ondulations du filtre de Tibitchev correspond à l'ordre. Ici, n vaut 7. Donc, c'était normal que j'ai plusieurs maxima. J'ai 7 entre la somme des maxima et des minima. Il a trouvé n qui vaut 7. Donc, je reprends ce que je viens de vous montrer par rapport au filtre. C'est parce que le filtre analogique, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit au départ, ça se correspond et après, ça commence à s'éloigner l'un de l'autre. Pourquoi? C'est dû au fait, je vais revenir encore une fois ici, l'histoire de la tangente. Regardez ici. Quand vous faites la projection, vous remarquez que ici, regardez, pour une certaine valeur de filtre numérique, c'est plus que la diagonale. Le filtre sera analogique, aura une valeur plus grande. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une pulsation qui correspond à la transformation pour être sûr que ce qu'il a fait ici, il va me donner la fréquence que moi, je cherche. Et celle que je cherche est plus petite que celle qu'il génère avec le filtre analogique. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? J'espère que j'essaie de faire un peu vite. Je sais que vous avez une séance là tout de suite. Je vais prendre encore 2-3 minutes. Sinon, je vais appeler madame, votre assistante de TT par rapport à ça. Donc, regardez, je vais effacer tout ça. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on vient de voir? Je voulais que vous voyez ce qu'on a dit en théorie, qu'il y a bien une déformation. Regardez comment j'ai fait pour tracer les filtres analogiques et numériques. Vous en TP, vous n'allez pas avoir besoin. Vous, en TP, vous allez vous arrêter ici, d'accord? Même ça, je vais vous dire à quoi ça sert. Là, la comparaison, je l'ai fait, moi, pour compléter le cours. Regardez, pour trouver le filtre analogique, j'ai utilisé fréq Z. Quand vous utilisez numérique, numérique, c'est fréq Z, c'est la TZ, et analogique, c'est fréq S. D'accord? C'est la même chose. Ici, j'ai pris le filtre analogique, numérique, donc BZAZ, et là, j'ai pris le filtre analogique, qui est obtenu avec la transformée de Laplace. Et j'ai tracé les deux. D'accord? Voilà ce que j'ai fait par rapport à cette partie. Pour vous montrer juste qu'il y a bien une déformation des fréquences. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça?
Heureusement que la méthode de l'invariance intuitionnelle est beaucoup plus simple que ça. Il a directement une fonction qu'il a fait. Mais je voulais que vous voyiez cette étape de normaliser, de comment calculer n, comment dénormaliser. Alors, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Exactement, c'est ça, Romécha. C'est bon, la fréquence de coupure du filtre analogique, elle est supérieure parce qu'à cause de la tangente, pour trouver par exemple 100, je dois prendre 150. Alors oui, tiens, ta question est bien parce que, regardez, si je prends une fréquence beaucoup plus grande et que je commence à m'approcher de la fréquence de coupure, vous allez voir combien elle est trop importante, la déformation. C'est-à-dire le filtre, je ne vous l'ai pas dit, la transformation bilinéaire, elle peut vous faire tous les filtres, pas comme la méthode de l'invariance intuitionnelle, qui ne peut pas faire un passe haut, un coupe-bande. Sauf que ici, si vous vous approchez trop, avec l'histoire de la tangente, regardez, il va y avoir une très grande déformation. Je vais prendre 200. C'est peut-être trop. Pas grave. Là, vraiment, je m'approche de f2 sur 2. Regardez ce qui va se passer. Alors, j'exécute. Regardez, ça ne marche même plus. Là, si, je l'ai cette 200, mais regardez la déformation, elle est trop importante. Pourquoi je ne la vois pas ici? Parce que quand il calcule oméga A, il va carrément dépasser Fe sur 2. Il me le génère, mais la différence entre les deux filtres, elle devient beaucoup trop importante. Il m'a généré vraiment, ça marche. J'ai un passe-bas avec très peu d'ondulation au niveau de 200, mais c'est très gênant. Regardez, il n'y a plus d'analogie avec le filtre analogique, avec le filtre analogique. Je ne vous ai pas fait la remarque par rapport au pôle et zéro. Bon, peut-être pas par rapport à ce filtre-là. Donc, c'est un filtre d'ordre 2. Regardez, je vais revenir juste à ma ancienne fréquence. Je voulais vous faire une petite remarque par rapport à Tchebychev. Regardez les fameuses ondulations. On avait dit, c'est parce que tous les pôles sont placés près du cercle. Et du coup, mais pas suffisamment Tchebychev. Quand j'essaie de faire vite, après, ça ne marche pas. Votre assistante va m'appeler tout de suite. Regardez ici. Vous approchez d'un pôle, après vous éloignez de l'autre. C'est ce qui fait. Je suis à un maximum, ces ondulations. On a pu même les compter. Regardez, vous avez un maximum. Ça, c'est un maximum. Donc, ça correspond à un maximum. Ensuite, il descend vers un minimum. Ensuite, il descend. Ensuite, il descend. C'est ce qu'on a. Après, il descend vers 0. Ça correspond à l'allure que vous aviez. Maintenant, regardez, si vous souhaitez vous changer, si je veux travailler avec un filtre de Butterworth, qu'est-ce qui va? Vous avez un cours avec Madame Hadj maintenant. Elle est en train de m'appeler. Ok. Et je refuse. Regardez ici. Si vous deviez travailler, je vous les ai mis en remarque. Si vous deviez travailler avec Butterworth, ben vous changez juste ça. Vous mettez Butterworth, et ici, ce sera But-Ordre. D'accord? Pour trouver l'ordre. Et vous changez ici, je vous l'ai mis en commentaire. Je finis juste rapidement cette partie. Maintenant, si je veux faire la méthode, parce que tout ce que j'ai rajouté après, j'en ai pas tellement besoin. Regardez là. Alors, avec la méthode de l'invariance intuitionnelle, il a une fonction qui le fait, d'accord? Elle s'appelle IR filter. Donc, il fait, en fait, il y a tout dedans. Il y a la partie de dénormalisation, il trouve BP, c'est-à-dire il va trouver votre numérateur, dénominateur. Alors, la seule différence, quand on est en analogique, regardez ce qu'il écrit. C'est exactement pareil, mais regardez la différence. Je suis obligée de réduire l'écran pour que vous puissiez voir ici. Pas trop quand même. Regardez. En fait, tout s'écrit pareil. Sauf que ici, bon, sinon je vais naviguer. Je vais juste vous montrer la différence entre la génération d'un filtre avec la méthode d'invariance intuitionnelle en analogique ou en numérique. Quand vous êtes en numérique, vous lui donnez FP. En analogique, vous lui donnez oméga P. Ensuite, regardez ici. Quand vous êtes en numérique, vous écrivez analogue égale false. Ça veut dire qu'il va générer un filtre numérique. Quand vous êtes en analogique, vous écrivez true. Quand vous êtes en numérique, il faut rajouter la fréquence d'échantillonnage. En numérique, en analogique, elle n'existe pas. Alors, quand vous écrivez BA ici, BA, c'est pour dire, parce qu'il peut vous sortir comme tout à l'heure, soit en éléments simples, soit des éléments simples, soit le numérateur. Alors, quand vous écrivez output PA, en fait, il vous donne HP sous forme donc des numérateurs et des dénominateurs. Si vous écrivez ZPK, il va vous donner en éléments simples. Et c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que, donc regardez ici, je vais quand même exécuter ici. Alors, je l'exécute rapidement. Alors, ici, donc regardez,
Il n'y a rien de spécial. Donc, en fait, ça se fait en une seule ligne. Vous lui donnez l'atténuation, vous lui donnez la fréquence FP, il vous le fait. J'exécute quand même juste cette partie pour vous montrer que le filtre est le même. Je n'ai plus cette déformation de tout à l'heure. Regardez vos deux filtres. Bon, parce qu'il y a une petite étape d'échantillonnage ici, mais la fréquence de coupure est la même. Avec la méthode de l'invariance impulsionnelle, comme je conserve la réponse impulsionnelle, mais il y a quand même un échantillonnage qui fait qu'il y a des petites différences, mais vous n'avez plus la déformation que vous aviez tout à l'heure avec la méthode d'invariance impulsionnelle. Sauf que, rappelez-vous, vous ne pouvez en faire ni un passe-mot, ni un passe-haut, ni un coupe-bande. Voilà, ça finit, j'ai fait un peu rapidement celle-là parce qu'en fait, les fonctions sont données directement. D'accord? Je vais m'arrêter et s'il y a des questions, qu'on doit reprendre cette partie plus tard, vous me le dites. Alors, petit complément d'information. Donc, ici, en fait, on peut même choisir donc, le type de filtre. Donc, ça veut dire si je prends ici un filtre de Chebyshev d'ordre 2, filtre de Chebyshev 2, c'est-à-dire c'est celui qui a des ondulations en bande atténuée. D'ailleurs, déjà, vous allez voir, je vais exécuter, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que quand vous avez utilisé un filtre Chebyshev 2, vous avez des ondulations en bande atténuée. Donc, il ne faut plus non plus lui donner l'ondulation en bande passante, mais en bande atténuée. Ici, pour lui, c'est stop band, donc je vais écrire RS, et je vais lui donner l'atténuation en bande atténuée. Donc, je vais écrire ici A et ici A. Donc, on va se retrouver avec un filtre Chebyshev mais 2, celui donc, qui présente des ondulations dans la bande atténuée. On va justement le vérifier. Voilà, donc dans ce cas-ci, la réponse est plate dans la bande passante et vous avez donc ici des ondulations dans la bande atténuée. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi par rapport à ce filtre? En fait, je peux changer le filtre carrément. Je peux changer la nature du filtre. Donc, éventuellement, vous pouvez faire le nombre d'essais que vous voulez. Éventuellement, si vous allez travailler un filtre, par exemple, de Butterworth, il faudrait voir ici. Alors, je ne sais pas si c'est écrit but, je vais faire quand même faire l'essai, but. Je vais voir si ça marche. Et à ce moment-là, il va demander la bande atténuée et la bande passante, je suppose. Il va me demander les deux, mais je vais quand même l'exécuter, je n'ai pas fait l'essai. Alors, il me dit que ce n'est pas possible, donc c'est peut-être buttered. But. Alors, là, il faudrait que je sois là. Peut-être qu'il va me donner plus de précision ici. Alors, je regarde les paramètres. Alors, je regarde le type. Alors, donc, je dois écrire butter. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un petit truc pour vous. Donc, quand vous ne savez pas comment faire, vous placez votre curseur ici et il vous donne les informations. Si ce n'est pas suffisant, vous cliquez là pour avoir ce qu'il y a écrit sur toute la ligne. Donc, je suppose aussi que pareil, ça ne devrait... Ah, ça fonctionne. Il a juste besoin de l'atténuation en bande atténuée. Je regarde le filtre de Butterworth. Alors, au moment le filtre de Butterworth, vous avez donc ni ondulation en bande passante, ni ondulation en bande atténuée. Par contre, vous avez une zone de transition quand même qui est beaucoup plus large. Donc, voilà ce qui devrait clore maintenant. Donc, ah oui, avant de clore, je voulais voir la position des pôles, justement, avec le filtre de Butterworth pour vous montrer pourquoi, en fait. Regardez comment les pôles sont positionnés. C'est sous forme. En fait, ça compense pratiquement le cercle qu'il y a là. Donc, une fois que vous avez quelque chose qui est là, il est proche de là. Dès qu'il s'éloigne il est ici, il a la même distance de ce pôle que celui-ci vers celui-là, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que vous avez une réponse quasi plate dans la bande passante et également dans la bande atténuée. Voilà, ça clôt. Donc, je suppose vous avoir donné toutes les informations qui sont liées à l'utilisation ici donc, de cette fonction IR filter. Donc, je m'arrête.